Une crise sanitaire qui évolue de jour en jour, voire d'heure en heure, et que nous allons encore décortiquer ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous présente nos invités, celles et ceux qui vont répondre à vos questions. Il y a avec nous ce soir Catherine Linard, professeure de géographie de la santé à l'université de Namur, et Emmanuel Botiot, professeur à l'Institut des maladies tropicales d'Anvers. Par Skype également, nous sommes en liaison avec quelqu'un qui a peut-être été touché par les applaudissements qu'on vient d'évoquer dans le journal télévisé. C'est Christelle Meurice, infectiologue au CHU de Liège. On commence tout de suite avec les messages qui nous sont arrivés aujourd'hui et sans surprise, ils sont de plus en plus nombreux. Voici les premiers que nous avons sélectionnés qui vont nous parler du testing justement. Les règles ont changé. Sonia nous dit d'abord: je suis sidérée par la nouvelle disposition selon laquelle on ne peut plus se faire tester si on n'a pas de symptômes. Autre message, celui de Brigitte: au vu de l'engorgement du système de testing, seules les personnes symptomatiques pourront encore se faire tester, ce qui va forcément diminuer le nombre de cas détectés. Dans ces conditions, comment va-t-on suivre de manière objective la progression du nombre de contaminations alors que la stratégie de testing change? Quelle est encore justement l'utilité de l'application Corona Alert? On ne va pas parler de l'application mais du testing. Catherine Linard, ne plus tester les asymptomatiques, est-ce que ça peut avoir une conséquence? Bien sûr, ça aura des conséquences. On sait que les outils qu'on a développés donc de testing et de suivi des contacts sont très importants pour pouvoir vivre avec ce virus. Si on teste moins, ça veut dire qu'il y aura en tout cas ces outils seront moins efficaces puisque les gens qui ne seront pas confirmés ne vont pas s'isoler aussi facilement et on ne pourra pas suivre, on pourra moins facilement couper les chaînes de transmission puisqu'on ne pourra plus suivre les contacts que ces personnes-là ont eu. Ces asymptomatiques risquent de passer sous les radars, d'échapper à tout contrôle et donc risquent de contaminer, bien malgré eux évidemment. Bien évidemment, oui. Oui. La responsabilité politique, on en parle un tout petit peu. Beaucoup disent que finalement on n'a pas pris suffisamment de mesures. On en parlera dans un instant avec Christelle Meurice. Mais tout de même, une petite comparaison aussi qu'on fait souvent au niveau des chiffres, parce que beaucoup disent en Belgique on est en dessous de tout. On l'entend souvent, régulièrement. Vous avez fait, vous, ce comparatif? Oui, alors j'ai regardé effectivement le nombre de tests par habitant par rapport à nos voisins européens. La Belgique est dans le top du classement. Donc c'est vrai qu'on effectue beaucoup de tests pour l'instant. C'est aussi parce qu'on a beaucoup de cas qu'on effectue beaucoup de tests, bien sûr. Mais c'est important de rappeler qu'on a pour l'instant un plus grand nombre de tests par habitant que les Français, que les Anglais, que les Hollandais aussi. Christelle Meurice, bonsoir. Je le disais, beaucoup de messages qui arrivent et qui pointent la responsabilité politique du doigt. Défaut de prévoyance, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit beaucoup. Vous ne niez pas ce défaut de prévoyance, vous y mettez quand même un petit bémol. La responsabilité, même si on le dit beaucoup, la responsabilité, elle est aussi à chercher ailleurs. Effectivement, je pense que c'est fort ennuyeux qu'on est au début de la deuxième vague et qu'on est déjà limité dans les tests. Maintenant, clairement, c'est sûr qu'il y a toute une série de personnes aussi qui ont tendance à non pas faire un test, mais plusieurs tests. C'est-à-dire, ils savent qu'ils ont un contact, ils cherchent un premier test, ils font le test à 5 jours. On a toute une série de personnes qui font plusieurs tests. Donc, pour un petit peu quand même pondérer, je pense que le message n'est pas que les contacts asymptomatiques ne doivent pas prendre des précautions. Les contacts asymptomatiques doivent être mis en quarantaine 10 jours. La personne n'a dit que les gens asymptomatiques ne devaient prendre aucune mesure. Donc ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, quoi. On va parler maintenant du délai aussi, qui fait beaucoup débat, ces délais très longs pour obtenir des résultats. Voici le mail que nous avons reçu de Julien et on le découvre ensemble. Je présente des symptômes du Covid depuis hier soir et j'ai reçu de mon médecin une prescription pour réaliser le test de dépistage. Toutefois, aucun rendez-vous possible avant vendredi. C'est un mail qui nous est arrivé hier. Compte tenu d'un délai de 4-5 jours pour obtenir les résultats, ce test ne présenterait donc plus aucun intérêt. Exact, avec des délais pareils, ça n'a plus aucun intérêt ? Clairement, on perd vraiment de l'efficacité dans le suivi des contacts, justement. Et déjà, je trouve qu'en Belgique, on est un petit peu toujours très réactif. C'est-à-dire, quand on fait des tests et quand on cherche le suivi des dépistages, on ne remonte pas vraiment fort les chaînes. On regarde un peu la famille, les autres personnes. Mais il y a des endroits, des pays, surtout asiatiques, où ils sont beaucoup plus actifs dans le dépistage. Et chaque fois qu'il y a un cas positif, on recherche assez loin où il a pu être contaminé, dans quel bar, dans quelle profession. Donc, si maintenant on a encore un délai de plusieurs jours, on perd tout à fait cette efficacité-là. Donc ça, c'est vraiment très dommage. On a reçu beaucoup de messages aussi nous parlant du test salivaire. Et ça, c'est une question pour Christelle Meurice. Voici le message de Marie. Les tests salivaires par la bouche ont été adoptés tout de suite en Allemagne dès septembre pour les écoles et pour les élèves. Nous, on manque de réactivité. Vous partagez cet avis? Le test salivaire, Christelle Meurice, ce serait vraiment l'objet dont on a absolument besoin dans la suite de cette lutte contre la propagation du virus?
Le test salivaire a déjà un gros avantage, c'est qu'il ne nécessite pas une infirmière, un médecin ou que sais-je pour faire le prélèvement, c'est-à-dire que la personne fait le prélèvement chez elle. C'est facile à réaliser, donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des tests salivaires de l'ULG. Nous-mêmes, on a un test salivaire qu'on utilise par gargarisme, on l'utilise dans une collectivité qu'on teste dans le cadre d'une recherche, on le teste pour le personnel aussi. Et c'est vrai que pour finir, ça fonctionne assez bien, c'est assez intéressant pour justement faire du testing dans des collectivités pour voir s'il y a une diffusion du virus. Et donc en particulier chez les asymptomatiques où on veut répéter les tests, ça peut être très très intéressant. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, le fait qu'il n'y ait pas de remboursement, on ne peut pas utiliser non plus cette alternative-là pour effectivement éventuellement le rendre possible pour les contacts asymptomatiques dans le cadre du tracing. On va dans un instant s'intéresser à la rumeur qui enfle, qui court, un durcissement des mesures dans un comité de concertation qui doit avoir lieu, semble-t-il, vendredi. Il est beaucoup question aussi de confinement. On essaiera d'y voir clair, même si c'est évidemment pas ici qu'on va décider. Néanmoins, il y a quelque chose qui surprend, et c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission, Emmanuel Botiot. Quelque chose surprend, c'est la vitesse à laquelle tout ça est en train d'évoluer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Là, je dois reconnaître. Quand on m'a posé plusieurs fois la question en juin, juillet, août, sur le fameux rebond, si on reconnaîtrait une deuxième vague, moi, ma perception à l'époque, c'était quand même qu'en ayant des masques, en ayant un testing efficace, qu'on aurait un rebond, mais qui n'atteindrait pas les niveaux qu'il atteint actuellement. Ce qui est vraiment très surprenant, c'est la vitesse. En 2 ou 3 semaines, on a vraiment vu les hôpitaux quasiment se saturer. Et ça, alors, je ne sais pas, il y a toute une série de facteurs qui jouent avec ça. La réouverture des écoles, peut-être la température plus froide, le fait que les gens ont tendance à se confiner davantage dans des espaces moins bien ventilés. Peut-être que les ultraviolets ont moins d'effet sur... l'absence d'ultraviolets a moins d'effet sur le virus. Enfin, toute une série de facteurs jouent probablement, malheureusement, tous dans la même direction et accélèrent l'épidémie à l'heure actuelle. Et on espère qu'on arrivera à freiner tout ça. Êtes-vous favorable, c'est la question qu'on vous a posée via l'application Opinion, êtes-vous favorable à un reconfinement total identique à celui du printemps dernier? Oui, à 52,3%. C'est un peu moins que certaines études et que certains sondages qui seraient sortis, mais on sent quand même que cette notion de reconfinement total, elle n'est pas tout à fait exclue dans certains esprits. Nous avons reçu un message de Philippe que je vous propose de découvrir. Ne pas décréter un nouveau confinement serait une faute, nous dit-il. Il est plus que temps que les politiques fassent preuve de courage plutôt que d'intérêt électoral. Il faut reconfiner ou on peut encore éviter ça? Écoutez, là, je pense que les chiffres sont têtus. Donc, on a un doublement tous les 7 jours du nombre d'hospitalisations. C'est ce qu'on va devoir suivre, puisque maintenant, on ne va plus pouvoir suivre correctement le nombre d'infections, puisqu'on va moins tester. Donc, c'est vraiment le chiffre des hospitalisations, des admissions chaque jour. Je pense qu'au pic, en mars, on était autour de 600. Ici, on approche les 300. Donc, si ça double tous les 7 jours, mais on peut s'inquiéter quand même pour fin du mois, début du mois prochain. Donc, il faudra en tout cas des mesures assez fortes. Je ne sais pas si c'est vraiment le confinement, mais peut-être au niveau des écoles ou des travails. Mais je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'assez strict. Oui. Et on reprécise bien, pour ne pas faire paniquer qui que ce soit, que personne n'évoque encore un reconfinement total en Belgique. Ce sont évidemment des choses, des bruits qui circulent, mais rien n'est décidé à ce niveau-là. Message de Bruno. Pourquoi ne pas profiter des congés de Toussaint et du 11 novembre pour confiner les Belges du 31 octobre au 16 novembre? Cela ne donnerait-il pas un gros coup de frein à la propagation du virus? Et est-ce que ça n'aiderait pas finalement les hôpitaux? Ce serait un confinement sans trop de contraintes, en tout cas limité dans le temps. Christelle Meurice, vous en pensez quoi de ce reconfinement, quel qu'il soit, total ou partiel? Est-ce que ça aiderait les hôpitaux? Mais comme l'a dit le docteur Botiot, la situation est extrêmement inquiétante et préoccupante au niveau des hôpitaux. Donc c'est sûr que c'est pas avec des petites mesures qu'on arrivera à aplatir cette courbe. Il faut absolument qu'elle s'aplatisse. Alors quel type de mesures il faut prendre, ça, effectivement, on va laisser les décideurs politiques parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en balance par rapport, effectivement, au droit à l'éducation, par rapport aux mesures, aux problèmes économiques qu'un confinement peut occasionner. Maintenant, clairement, si on laisse les choses encore évoluer sur plusieurs semaines,
nous allons effectivement devoir faire face à une situation extrêmement compliquée pour pouvoir prendre en charge tous les patients à l'hôpital, Covid ou non Covid. Je rappelle qu'un patient doit quand même avoir un lit, un médecin et un infirmier pour s'en occuper. Et donc, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des situations où on voit des brancards partout et des patients dans les couloirs sans pouvoir avoir de chambre, quoi. Catherine Linard, 15 jours de confinement, ça a un sens ou c'est trop court? Difficile à dire comme ça. Moi, j'aimerais quand même rappeler que si les mesures actuelles étaient parfaitement respectées, ça devrait être suffisant. Donc, tout dépend aussi de comment la population va réagir à ces nouvelles mesures. Je pense qu'ici, le problème, c'est que on ne peut plus se permettre de se tromper. Et quelque part, il faut que les mesures qu'on prenne soient efficaces et soient efficaces rapidement. Du coup, oui, il va falloir mettre des mesures plus contraignantes pour s'assurer une efficacité rapide. Estimez-vous qu'il faut durcir les mesures sanitaires actuelles en Belgique? C'est la question qu'on vous a posée via l'application Opinio. Oui, à 67%. C'est un chiffre évidemment très important. Mail que nous avons reçu de Stéphane et qui s'intéresse cette fois-ci à la problématique des écoles. Vous êtes très nombreux à vous y intéresser, voire à vous inquiéter un tout petit peu. Stéphane nous dit: la deuxième vague de Covid a commencé avec le retour à l'école. Pourquoi ne ferme-t-on pas les écoles le temps de soulager les hôpitaux? Faut-il fermer les écoles ou pas? Alors, est-ce qu'il faut fermer les écoles? C'est une grande question. Je pense que ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est à la fois l'impact sur l'épidémie d'une fermeture des écoles et l'impact sur la société. La fermeture des écoles, c'est quelque chose qui aurait un impact relativement faible sur la courbe épidémique, en tout cas pour ce qui est des maternelles et des primaires. C'est peut-être différent pour les plus âgés, mais on sait que les enfants transmettent moins, donc l'impact épidémique, oui, il y aurait un petit impact, mais il reste relativement limité. Par contre, l'impact sur la société d'une fermeture des écoles serait beaucoup plus important. Donc, il faut mettre les deux dans la balance. Donc, pour moi, une fermeture complète des écoles, ça devrait être la dernière chose à faire. Voilà. Oui. Et rappelons que ça aussi, ça n'est pas encore sur la table. On est en train de parler évidemment d'un point de vue épidémiologique. On est plutôt en train de parler de réorganisation des codes couleurs. Que faire justement avec les écoles et les universités? Quel est votre avis? On vous l'a demandé. Eh bien, pour une majorité d'entre vous, plus de 32%, il faut ne rien fermer. Tout fermer pour 24%. Et puis vous avez vu que universités et écoles, 22% d'entre vous. Tout fermer à partir de la 3e secondaire, un peu plus de 21%. Message qui nous est arrivé justement à ce sujet de Gilam. Fermer les écoles au moins dans le secondaire quand les ados peuvent rester seuls à la maison avec des cours à distance, eh bien, ça réduirait le nombre d'ados qui sont dans les salles d'études parce qu'il y a des profs absents, qui sont dans les réfectoires ou qui sont dans les transports en commun bondés. Pas besoin de garderie pour les ados. C'est vrai que cette distinction entre les plus jeunes et les ados, elle a encore un sens. On devrait peut-être faire, s'il y a lieu, une fermeture par tranche d'âge. Oui, je pense que si on décide de fermer, c'est en effet pas de l'UNIF jusqu'à la maternelle et qu'il y a probablement là un peu de marge et des choses à faire. Et en effet, il y a probablement, en tout cas, et les universités et les grands ados peuvent suivre quand même pas mal de cours, au moins un certain temps à distance. Maintenant, il faut bien être clair. Alors, il ne faut pas non plus qu'alors ces ados, parce qu'ils ne sont plus à l'école, se retrouvent entre eux, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit éventuellement en rue, mais ça, c'est peut-être plus difficile maintenant. Et sans faire attention. Donc, il faut se méfier un peu des fausses bonnes idées où on ferme un endroit et puis on déplace simplement un problème ailleurs. Donc, tout ça doit être fort accompagné, je pense. Un petit mot sur la situation dans les hôpitaux aussi, parce qu'elle est fondamentale. 2 messages nous sont arrivés. Celui de Nadine, d'abord, qui nous dit: les élèves ont terminé leur dernière année d'études de médecine. Ne pourraient-ils pas aider dans les hôpitaux? Et même ceux qui entament leur dernière année. Jean-Marc nous dit: bonsoir, si j'ai du temps, eh bien, les hôpitaux seraient-ils intéressés par du bénévolat? Il précise qu'il n'est pas infirmier. Christelle Meurice, il nous reste très peu de temps, malheureusement. En un mot, parce qu'on a vu beaucoup de messages qui nous arrivaient dans ce sens-là aussi, des gens sont prêts à venir vous aider. Est-ce que vous avez besoin de personnel? Est-ce qu'il vous faut du bénévolat ou est-ce qu'il vous faut plutôt des étudiants en médecine? Et donc effectivement, au CHU de Liège, on a fait vraiment des appels au niveau des écoles d'infirmières et des écoles, et de la faculté de médecine pour effectivement demander aux personnes qui sont déjà
avancé dans leur cursus, s'ils étaient volontaires et disponibles pour venir aider, parce qu'effectivement, ce dont on a besoin, c'est des gens qui ont quand même un minimum de connaissances au niveau médical ou infirmier pour pouvoir vraiment être là auprès des patients, prendre des paramètres, faire des toilettes, nous aider dans toutes les tâches aussi un petit peu administratives, lors des tours de salle. Et donc effectivement, c'est plutôt vers ce type de public que nous avons fait des appels pour avoir de l'aide, oui. Et on vous souhaite en tout cas plein de courage. Vous avez vu que certains applaudissements ont recommencé à l'attention du personnel hospitalier. On espère que ça va vous remonter un peu le moral. On va terminer avec une toute dernière question. Catherine Linard, on voit beaucoup fleurir de messages aussi de gens qui disent « Ah, tout ça est beaucoup plus grave qu'en première vague ». Vous avez analysé, vous, ce qui est en train de se passer. Vous l'avez comparé avec le printemps dernier. Est-ce que les chiffres sont vraiment plus graves aujourd'hui ou est-ce qu'il faut un peu pondérer ? Oui, ça dépend toujours un peu de ce qu'on regarde. C'est vrai que si on regarde la vitesse, par exemple, d'augmentation, on était à des temps de doublement de 3-4 jours en première vague. On est autour de 7-8 jours aujourd'hui, donc c'est un petit peu plus lent. Ceci dit, au niveau des admissions journalières, on est autour de 300 admissions quotidiennes aujourd'hui. Ça veut dire qu'avec un temps de doublement de 7 jours, dans une semaine, on est à 600. Et là, c'est le pic qu'on a atteint durant la première vague. Donc, on est quand même tout proche du même niveau, et à savoir aussi que les hôpitaux sont actuellement remplis d'autres patients aussi. Au mois de mars, on les avait vidés complètement, et je pense qu'il faut surtout éviter de devoir refaire ça. Voilà, comparer ce qui est comparable. On le dit souvent dans cette émission. Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Un grand merci aussi à Christelle Meurice qui était en direct depuis Liège. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, la météo, suivie d'un téléfilm en 2 parties. Coup de foudre à Bangkok. Première partie, ils arrivent à Bangkok. La deuxième partie, c'est le coup de foudre. Allez, excellente soirée, à demain.